Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'écouter Gabon News. Chez Patrick commence maintenant. La langue est un moyen de communication entre les peuples. C'est aussi le véhicule par lequel la transmission des valeurs s'opère, notamment les valeurs culturelles à travers les mythes et légendes. Des enseignements sont distillés des anciens vers les plus jeunes. C'est à travers la tradition orale que cela a toujours été rendu possible en Afrique et notamment au Gabon. Toutefois, le constat est critique. Dans cette hyper-mondialisation des cultures, les jeunes Africains et Gabonais tendent à s'identifier à d'autres peuples, les Occidentaux en général. Est-il possible aujourd'hui de marquer un stop afin de réinitier les jeunes aux fondamentaux de ce qui constitue leur essence ? Pour en parler, nous recevons deux hommes de culture et de sciences. Le docteur Moya Mwanga Landry, vous êtes linguiste, bonjour. Voilà, je crois que on va reprendre peut-être. Bonjour. Bonjour, monsieur Voilà. Patrick. Bonjour également à notre conteur de mythes et légendes du Gabon. Vous entendez en fond sonore, c'est Michel Pécoin qui nous fait voyager déjà à travers ces sons que vous entendez à travers votre radio. Michel Pécoin, bonjour. Bonjour. Alors, avec vous, nous allons parler donc de ce thème, de la préservation des cultures, parce qu'il y en a beaucoup au Gabon. Préservation des cultures, déjà, d'entrée de jeu. Un point de vue sur quel regard vous avez sur on parle de disparition ou de la perte des valeurs culturelles au Gabon. Et peut-être chacun va se prononcer d'entrée de jeu. Quel est le point de vue que vous avez quand on parle de culture, on parle de perte d'identité, etc. Bon, il faut savoir que Docteur Landry, voilà. la culture, elle est très importante. C'est elle qui est au berceau de toute humanité. Lorsqu'on perd la culture, c'est normalement perdre l'identité. Et par la culture, nous pensons que nous pouvons entendre notre idéologie, nos idéologies, nos us et coutumes. C'est la culture qui amène à ce que nous pensons, à ce qui a trait à la pratique sociale, à nos pratiques sociales. Tels que les rites et coutumes, les proverbes, les chants, les danses et tout ce qui est comme conte. Et cela participe à l'émergence, sinon à l'appropriation de nos valeurs culturelles. Voilà. Peut-être c'est déjà le premier mot. Michel Pécoin, votre première réaction? C'est ça, merci merci déjà de m'inviter et de justement participer à cet échange, plus ou moins, voilà ici, c'est bon, voilà. Donc merci de me convier. Merci donc de me convier justement dans ce grand corps de garde comme ça, on va le dire comme ça, et pour participer à cet échange-là. Je crois que c'est bon. Voilà, je crois qu'on avait un problème avec le micro de Michel Pécoin. Tout va bien maintenant. Voilà. C'est un super corps de garde pour moi parce que parler de culture, c'est vraiment parler de ce qui nous est essentiel. Parce que pour nous, nous pensons que la culture reste le socle, vous voyez, à travers lequel toute société efficiente bâtit sa légende et son histoire. Vous voyez, donc c'est la culture qui nous permet justement de savoir ce que nous sommes, vous voyez, et nous permet d'être en symbiose avec notre ipséité, vous voyez, ce qui fait donc de nous des êtres différents les uns les autres. C'est ainsi, par exemple, qu'on parlera de la culture américaine, culture française, culture gabonaise, vous voyez. Donc la culture ici met en exergue nos valeurs spécifiques, vous voyez, ce qu'ils font, pour le cas du Gabon, d'un fang, d'un quota, d'un nzebi, etc. Donc ce qui laisse présager clairement, vous voyez, ce rôle prépondérant que la culture joue dans la dialectique, vous voyez, sociétale même de l'homme en tant qu'animal politique, vous voyez, c'est-à-dire celui-là qui est appelé à vivre en société. Et donc il est important justement que cette culture qui est en même temps humanisante puisse être conservée, puisse jalousement, puisse survivre. Et là, il faut des mécanismes pour ce faire. Nous allons parler de la langue et aussi de ces différents textes, n'est-ce pas, que nos anciens nous ont légués en héritage. Voilà. La langue, c'est un moyen de communication, docteur Moya. Alors, les langues, quelle est la situation de nos langues aujourd'hui? Nos langues gabonaises, il y a quelques-unes, si nous pouvons le dire, qui sont en perte de leur usage. Parce que
80% de nos populations gabonaises vivent en ville et 60% généralement à Libreville, et que nombreux ne pratiquent plus ces langues-là au détriment de la langue française qui est la langue officielle gabonaise. Et cela peut amener à des répercussions dans le long terme parce que sauvegarder nos langues amène à ce que nous les pratiquons. Malheureusement, le fait que nous ne les pratiquons pas, ça peut amener à la mort de langue. Et cette mort de langue-là, nous avons vu, ça existe il y a cela de 500 ans. Plusieurs langues meurent. Et chaque année, il y a pratiquement 25 000 langues qui meurent par année. Et ce n'est pas un phénomène d'aujourd'hui. C'est un phénomène qui existe. C'est un chiffre important, peut-être le rappeler, le nombre de langues qui meurent. 5 000 langues qui meurent pratiquement. Non, 25 000 langues qui meurent pratiquement chaque année. Et ces langues, en l'occurrence le latin, le latin vit virtuellement parce que c'est une langue qui est en perdition parce qu'elle a perdu toutes les valeurs, non seulement dans l'utilisation, dans la pratique. Il y a un usage mais au niveau de la liturgie. Au moins les éléments qui font en sorte que cette langue existe encore. C'est l'usage des dictionnaires, par exemple. Et je crois qu'avec nos langues gabonaises, nous penserons à les pratiquer. Et pour les sauvegarder, il faut exactement faire confection des dictionnaires, d'abord. Donc Est-ce que ce n'est pas un travail qui est déjà fait au département des sciences du langage à l'université Omar Bongo? Il y a des dictionnaires, on parle du dictionnaire du professeur Mikala, je crois, qui a déjà commis un dictionnaire. Il y a d'autres enseignants qui travaillent là-dessus. Mais on a le sentiment que malgré tous ces travaux, nos langues ne résistent pas toujours. Ne résistent pas toujours parce que il y a encore un grand travail colossal à battre parce que il faut au moins un dictionnaire dans chaque langue. Malheureusement, il n'y a que quelques-unes qui en avons. Et que nous pensons que cette pratique, si nous continuons dans ce sens, nous risquerons de perdre quelques-unes de nos langues. Parce que il faut comprendre qu'il y a des langues qui sont dominantes, au détriment des langues qui sont pratiquées. Il n'y a plus trop de locuteurs, ou à quoi c'est dû? Il y a moins de locuteurs ou les gens ne veulent plus parler ou bien les langues, vous n'avez pas des langues dominantes, c'est-à-dire ce sont des langues qui s'imposent dans certaines régions. Voilà. Je peux prendre l'exemple du quota. Lorsqu'on prend le quota, plusieurs locuteurs parlent de quota. Même ceux-là qui sont dans Momo, qui sont les sakés et autres, ils se passent pour des quotas alors que généralement, lorsque on fait cette pratique, ça mène à ce qu'il y a des langues qui sont dominées. Et ces langues qui sont dominées là, au fur et à mesure, perdent leur valeur et la pratique, puisqu'elle n'est pas à usage, et cela amène à ce que nous poussons les perdre si jamais on ne pense à les redéfinir. Michel Pécoin, la ville est glottophage, la ville absorbe beaucoup de langues et rejette une forme de monolinguisme. C'est la langue française finalement qui prend le dessus sur les villes. Bien sûr, et c'était le constat, la langue française, c'est la langue de communication, c'est tout à fait normal, parce que les gens vivent en ville et ils ne sont pas forcément tous originels donc, des mêmes communautés linguistiques. Alors ils se retrouvent, ils n'ont qu'une seule langue de communication, c'est la langue française. C'est tout à fait normal. Et à côté de ça, on a parlé effectivement de ces langues qui sont aujourd'hui en voie de disparition, d'autres qui ont presque disparu. On parlait de langues dominantes. Et puis aussi, il est important d'aller chercher aussi un peu les origines, à partir de ces origines qui font que, effectivement, certaines langues puissent, ou bien certains locuteurs, certaines langues ne sont plus parlées par ces détenteurs ou encore ces originaires. Mais c'est dû à quoi? C'est dû à plusieurs facteurs aussi, il faut comprendre. Il y a des facteurs comme les complexes. C'est des complexes, il y a des peuples qui ont été considérés comme des sous-peuples. Vous voyez qu'ils ont du mal à s'affirmer. Vous voyez, comment dire que moi je suis de tel
communauté linguistique, alors que ce sont des gens... Je suis Togo, par exemple. Bon, voilà. Togo encore ça va, hein, grâce au Witi, tout le monde va s'initier, et donc tout le monde sont obligés de chanter, de parler en Togo. Voilà. Alors, Togo n'a même pas besoin de faire trop de pubs, parce qu'on ne peut pas s'initier en Ou français. Chamaï, par exemple. Voilà. Chamaï Voilà. ou... Le chamaï, ou bien encore le, voilà, vous dites le bavili, c'est voilà, encore Kota Kota, les voilà. Kota Kota, vous regardez un peu dans ce groupe linguistique là. Voilà, tout le monde Mais ce qu'a dit le docteur Moya, c'est très intéressant parce que certains se disent Ikota, alors qu'en fait, ils ne sont pas Kota. Voilà. Ils ne sont pas quotas. Ils ne sont pas quotas, mais parce que effectivement, c'est. Là, on parle de complexe, Michel. C'est un peu élégant de dire quota que de dire peut-être Mahongwe ou bien voilà. Undamomo. Tout ça. C'est encore élégant de dire sur quota parce que le quota a plus ou moins une très bonne visibilité. Et puis il faut regarder un peu, même sur le plan politique, hein, vous allez voir un peu en termes de même la composition du gouvernement. Il y a beaucoup de peuples qui n'ont pas été très présents et donc qui n'ont pas eu la chance d'être valorisés. Vous voyez, ils sont restés en arrière. C'est comme les peuples autochtones. Hein, vous voyez, les Babongo, les machins. Beaucoup n'ont pas été valorisés. Donc c'est la question de la valorisation qui va créer donc certains complexes. On appelle des sous-peuples, donc à partir de ce moment, personne n'a envie de se présenter en public, comme par exemple, vous l'avez cité tout à l'heure, un Bambomo, c'est pas trop... Ndambomo, voilà. Ça peut ressembler à quoi? Ça va polariser l'attention, les gens vont se retourner, mais c'est quoi ça, c'est Bambomo? Et puis, ça va susciter une curiosité, et c'est un peu gênant, vous voyez? Donc, ce qui fait que... Donc, vous parlez là des langues, certaines langues seraient prestigieuses oui, par rapport à d'autres. Mais finalement, parce que effectivement, il y a des langues qui ont été stigmatisées, qui sont devenues comme des sous-langues, comme des peuples, à partir des peuples, comme des sous-peuples, vous voyez? Et personne n'a envie de se présenter en public comme quelqu'un qui n'a pas de valeur. Alors, moi, je dirais publiquement, et lieu de dire que je suis, par exemple, Vungu, hein, je dirais que je suis Pounou. Parce qu'effectivement, sur le plan culturel, on a presque les mêmes éléments. On se comprend un peu quand on parle. Et donc, c'est pas gênant de dire que je suis Pounou. Au lieu de dire Vungu, par exemple. Parce qu'après, ça va susciter d'autres interrogations. On va poser autant de questions pour dire, ça existe, ça? Vous voyez? Donc, c'est autant de complexes, voilà, toutes ces choses-là qui ont fait que, finalement, les gens ne refusent enfin, ne parlent plus publiquement leur langue, préfèrent même avec les autres parler d'autres langues, vous voyez, et tout ça, ce sont des facteurs qui ont fait en sorte que, qui ont participé justement à faire en sorte que certaines langues peuvent disparaître. Vous avez une langue comme les Bavili, j'ai discuté avec un anthropologue qui me disait qu'après une enquête, on se rend compte que le peuple Bavili qui se trouve dans la zone des Sindara serait en gros autour de 50, vous voyez, lorsqu'on dénombre. 50 locuteurs. Voilà, 50 par là, mais c'est vraiment... on se rend compte que un danger. Un danger dans quelques années, ou même dans 1 an ou 2 ans, on va descendre à 25 et puis elle risque de disparaître. Donc il faut réfléchir sur les mécanismes, comment faire effectivement pour que ces langues-là puissent reprendre de la santé, pour que ces langues-là, parce que ce sont des langues, chaque langue a derrière elle une communauté, et chaque communauté va avoir une richesse en termes de culture. Vous voyez, c'est toutes ces valeurs culturelles qui vont constituer la culture gabonaise, surtout la force de la culture gabonaise. Docteur Landry, le travail du linguiste, justement, c'est de fixer tout cela sur du marbre. Mais fixer une langue, c'est bien, mais si on ne la parle plus, ça ne sert à rien. C'est ça l'objectif, nous, en tant que linguistes, c'est d'abord de décrire la langue, les différentes langues vernaculaires gabonaises, et chercher à voir le fonctionnement de ces différentes langues. Et vous êtes des mécaniciens de la langue. Mécaniciens de la langue. Effectivement, de monsieur Patrick. Voilà. Mécaniciens de la langue, parce que c'est nous qui connaissons tout ce qui est comme fonctionnement de nos langues gabonaises, en l'occurrence de nos langues gabonaises. Mais il faut dire que pour donner un peu de pistes de solutions, l'objectif ici, c'est de montrer à nos petits frères, à nos enfants, qu'il faut pratiquer nos langues. Et pratiquer nos langues, il faut d'abord, parce que généralement, comme je disais tantôt en préambule, que 80% de nos populations vivent en ville, 60% à Libreville, et que il faut faire le retour au village
Parce que le retour au village peut nous amener même à des moments de congé. Mais là, ça soulève les questions politiques également, parce qu'on ne peut pas rester simplement sur un plan purement scientifique. Il y a des problèmes politiques, les populations se déplacent pour d'autres raisons, il n'y a pas de travail, il n'y a pas... Donc, c'est un gros travail qui doit être fait de la part de ceux qui ont la décision. Oui, merci. Mais il faut dire qu'au village aussi, malheureusement, dans certains villages aussi, vous verrez qu'on ne pratique pas même la langue. Les villages aussi, maintenant, sont câblés. Oui, exactement. On n'a plus les mêmes villages, docteur. Les villages sont câblés, et ce sont des chaînes câblées. Ils suivent donc toutes les chaînes du monde. Vous voyez, même que sur le plan culturel, ils vont justement être influencés par ces cultures donc externes, vous voyez. Pourquoi? Parce qu'au quotidien, ils ont ça. Voilà, ils regardent la télévision. Il y a même les villages les plus profonds ont aujourd'hui la télévision. Et s'ils ont la télévision, ils ont des chaînes câblées. Et s'ils ont des chaînes câblées, ça veut dire qu'au quotidien, ils sont donc envahis par justement toutes ces cultures, toutes ces langues venues d'ailleurs. Alors, maintenant, comment cerner le problème? Alors là, il faut vraiment qu'on y réfléchisse. Alors si aujourd'hui, on parle beaucoup plus des jeunes, puisque c'est la cible, c'est le jeune qui représente l'avenir de demain, ou encore l'avenir de ces langues de demain, les jeunes s'intéressent à quoi aujourd'hui? Ils sont beaucoup plus câblés sur leur téléphone, smartphone, voilà. C'est là-bas où ils vont acquérir des cultures, de nouvelles cultures. Il faut peut-être, pourquoi pas... Est-ce que c'est de leur faute? C'est pas de leur faute, c'est ça les nouvelles technologies. Il reviendra cette fois-ci peut-être aux linguistes, aussi à l'État, de voir comment justement introduire ces différentes langues-là dans ces outils qu'ils ont au quotidien, notamment les smartphones, voilà, tout ce qu'ils ont voilà, tout ce qui constitue leur environnement, qu'ils retrouvent justement ces langues. Mais beaucoup plus aussi qu'on leur donne ce qu'on appelle la fierté de posséder ces langues. Moi, j'aime bien, il y a des t-shirts qui sont arborés un peu là, on met Nzebi est fier, Sangou est fier, Fan est fier, et voilà. Donc tout ça, c'est aussi en même temps... Vous avez parlé de complexe, et moi ça m'intéresse, parce qu'il y a des gens qui se gênent de parler leur langue oui, mais pourquoi maternelle. Oui, effectivement, si c'est et ils sont fiers de parler l'anglais, voilà. le français, l'allemand. C'est cette fierté qu'il faut donc redonner à cela en mettant des mécanismes justement pour que effectivement ces jeunes-là se réapproprient cette fierté. Vous voyez, moi je vois des t-shirts, je dis Fan est fier, Nzebi est fier, Kota est fier, Ndambomo est fier. Ndambomo est fier. Voilà. Il faudrait arriver là. Donc il faut arriver à mettre en place justement des mécanismes qui vont faire en sorte que les jeunes se disent que parler sa langue c'est être à la mode, c'est être top, c'est être voilà. Ça veut dire que ça peut passer par des personnalités influentes. Vous voyez, par exemple. Voilà, les membres du gouvernement, des grandes stars, n'est-ce pas, qui vont venir publiquement parler de leur langue, faire en sorte qu'on sente que, waouh, mais si tel parle d'un moment, alors qu'il est superstar mondial, mais pourquoi pas moi, vous voyez? Donc il s'identifie généralement à ces personnes qui sont célèbres, qui les influencent au quotidien. Ça peut être aussi des hommes politiques qui au quotidien se disent bonjour, mais publiquement, qu'on sente que mais tel politicien est bavilé bien Vungu, mais voilà, il y a toujours quelques mots comme ça en Vungu qu'il esquisse, mais c'est intéressant si un ministre parle en Vungu, mais pourquoi pas moi, vous voyez? Voilà. Donc bref. Mais ça, c'est pas possible parce que la Constitution ne le permet pas. La langue officielle on dit pas au quotidien, de l'État, c'est le français. Dans l'administration, ce n'est même pas autorisé de parler. Non, c'est pas au quotidien, bien de manière, mais c'est quelques mots, quelques phrases, justement pour rappeler la fierté, justement de parler sa langue. Ce n'est pas maintenant, c'est Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Mais c'est là, il faut s'attaquer sur des choses qui influencent la jeunesse. Et c'est là-bas qu'il faut aller proposer ces langues. Les personnes qui font rêver les jeunes, il faut les utiliser pour qu'eux aussi ils servent comme des modèles de locuteurs, n'est-ce pas, pour se réapproprier. Le jeune a envie d'être à la mode. Mais pour qu'il soit à la mode, il faut lui proposer ce qui est à la mode. D'accord. Alors, Landry, tu vois bien le travail que fait Michel Pécoin dans les contes, les mythes, les légendes. Est-ce que tu penses que ça peut permettre également de continuer à maintenir notre culture, à la préserver? Effectivement. À travers les contes. À travers les contes. Le conte, d'abord, a une fonction très essentielle parce qu'elle permet à ce que nous puissions voir autrement la vision du monde, même d'un peuple. À travers le conte, on peut comprendre le bien fondé d'une population. Est-ce que les contes existent encore dans les villages? Est-ce que ça existe? Évidemment, les contes existent encore. Est-ce qu'on a encore des conteurs qui
qui compte comme on était à une certaine époque, où on rassemble des jeunes et on leur dit un certain nombre de contes. C'est généralement un peu différent d'un lieu à un autre. Il faut comprendre que surtout les vacances, ça se passe surtout les vacances dans certaines ethnies du Gabon. En l'occurrence, par exemple chez les Nzebi, les vacances ils sont autour d'un feu et ça permet de s'égayer et pouvoir passer leur temps, leurs vacances en gaieté. Et trouver encore des compteurs, c'est un peu difficile parce que on va peut-être demander à Michel Pécoin, qui lui également est président de la Fédération gabonaise des compteurs. La Fédération des compteurs du Gabon. Voilà, la Fédération des compteurs du Gabon. Alors, Fédération des compteurs du Gabon, quel est le travail que vous faites finalement et combien de compteurs y a-t-il? Est-ce qu'il y en a encore des compteurs comme on en voyait à une certaine époque? Est-ce que ces compteurs comptent en langue gabonaise? Autant de questions quand même. Oui, bien sûr, mais ça c'est bien de poser cette question. Ça nous donne l'occasion d'apporter certaines lumières sur l'importance aussi du conte gabonais, du conte traditionnel gabonais. Alors, déjà, pour aller droit sur la question, il faut dire que nous, au niveau de la Fédération des compteurs du Gabon, d'abord, cette fédération possède à son sein un certain nombre d'associations et des compagnies de compteurs. Alors, pour la plupart, ils font dans ce qu'on appelle la néo-réalité, notamment le néo-comptage. En fait, on va les appeler néo-compteurs parce qu'ils comptent pour la plupart en français. Et puis, pour la plupart aussi, lorsqu'on regarde le type de comptes, ce sont des comptes traditionnels qui sont réoralisés. Vous voyez, donc, c'est aussi intéressant dans la promotion, justement, de... Réoraliser, qu'est-ce que ça veut dire? Réoraliser, c'est-à-dire que ce sont des contes traditionnels que l'on dit dans nos langues et ils vont les traduire en français, mais tout en gardant effectivement je veux dire le contenu culturel. Ça, c'est important parce que aujourd'hui on n'a plus assez des conteurs traditionnels. Bon, il y en a peut-être dans les villages, qui dans des communautés précises, parce que après le conte traditionnel, généralement c'est dit et s'adresse à un auditoire précis, à une communauté précise, n'est-ce pas, dans un village, dans un lieu précis. Or, aujourd'hui, avec la néo-réalité, on a des artistes conteurs qui vont prendre ces contes traditionnels et qui les réoralisent. Mais le plus important, ce que je dis c'est important pour la sauvegarde, c'est qu'ils gardent bien entendu l'essence même du conte. Parce que à travers un conte, comme on le sait, à travers un conte traditionnel, on peut être renseigné, vous voyez, sur le mode de vie d'un groupe social, sur son histoire, sur son système de valeurs, sur sa vision du monde, sur sa façon même de s'exprimer. À travers la langue. Ses rêves, ses fantasmes, etc. C'est un fait social. Voilà. Donc le conte va véhiculer, si vous voulez, la culture d'un peuple. C'est-à-dire que le conte véhicule l'image de la société qui le produit. Vous voyez, si c'est par exemple, je prends la société Kota qui a produit ce conte, à l'intérieur, vous allez retrouver des éléments culturels qui sont propres au conte Kota, je veux dire au peuple Kota. Si c'est un conte Fang, pareil. Et puis vous allez parfois vous poser des questions. Comment se fait-il que tel aspect me semble choquant? Effectivement, parce qu'il y a des divergences sur le plan culturel, sur certaines questions. Comment la question est perçue chez tel peuple et par rapport à l'autre peuple. Mais là, le conte va effectivement nous ressortir les éléments culturels. Voilà, ça nous rappelle quand même le travail du professeur Mugiama Daouda, qui a écrit Contribution de la linguistique à l'étude des peuples, à l'histoire des peuples du Gabon. Et on voit bien comment la langue, à travers la langue, on peut reconstituer l'histoire, bien sûr, d'un peuple. Je vais peut-être terminer rapidement, Michel. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, à travers la langue, on va constituer l'histoire d'un peuple. Mais à travers, effectivement, ces contes, n'est-ce pas, ces épopées, on va avoir des éléments culturels qui sont propres à ces peuples. Et c'est pourquoi c'était important, même si nos contes, on va les déclamer en français, mais il faudrait qu'ils gardent l'essentiel, je veux dire le contenu, pour arriver à l'expliquer, pour arriver à l'analyser et surtout à ressortir l'essentiel des éléments culturels qui sont contenus dans ce conte-là. Voilà. C'est important parce que le conte véhicule, je veux dire, l'image de la société qui l'a produit. Voilà. Alors, je m'adresse à vous deux. Là, on parle de je voulais qu'on vienne sur les éléments qui peuvent nous aider à maintenir cette culture, à la propager, faire bien sûr cette promotion. On parle de la palabre.
dans nos traditions, il y a la palabre, que ce soit pendant le mariage ou les décès. Cette palabre-là, on a l'impression qu'il y a toujours cette génération, les anciennes générations qui sont convoquées pour prendre la parole. On n'a pas trop de jeunes aujourd'hui qui s'intéressent à cette palabre. Peut-être Michel Bon, d'accord. Ouais. Mais disons que il n'y a pas trop de jeunes qui s'intéressent à la palabre. Il faut d'abord partir d'abord dans l'ancien temps, comment se passait la transmission justement de ce savoir, n'est-ce pas? Alors, c'est-à-dire que c'était un adulte, un homme, n'est-ce pas, qui était invité justement à prendre part à une palabre, n'est-ce pas, où il devait prendre la parole. Ouais. Alors, lorsqu'il partait, il se faisait accompagner par son fils ou encore son neveu. Celui-là, il avait pour rôle justement d'enregistrer tout ce qui... Peut-être rappeler aux auditeurs que la palabre, c'est ce moment de débat qu'il y a... sur le débat traditionnel. Voilà, traditionnel, lors des mariages, décès, voilà, etc. Voilà, donc c'est ça. Et ce qui faisait que son neveu ou son fils qui l'accompagne enregistrait tout ce qui se disait. C'était une sorte de formation. Et à chaque fois, il l'accompagnait. Et lorsqu'il revenait à la maison, il lui posait quelques questions pièges pour comprendre, pour tester un peu sa capacité intellectuelle, pour voir s'il a vraiment compris le mécanisme du débat. Et progressivement, c'était la même chose. Et lorsqu'il était convaincu qu'il avait assimilé vraiment tous les mécanismes du débat, lors d'une intervention, il pouvait le jeter à l'eau, comme on dit, il le jette à l'eau, il le responsabilise à soutenir tout un débat du début jusqu'à la fin. Mais lui, il restait dans les coulisses comme conseiller lorsqu'il avait quelques failles. Voilà. Vous voyez, donc c'est comme ça que s'est passée la formation. Mais aujourd'hui, lorsque nos parents vont dans les débats, est-ce qu'ils amènent leurs enfants, s'ils amènent les neveux? Bref, ce n'est plus ça. Vous constaterez, même en plein débat, pendant le débat traditionnel, il y en a qui se lèvent, qui vont dans les bars à côté, qui jouent aux jeux des sociétés, parce qu'ils ne s'intéressent pas au débat. Ouais. Vous voyez, c'est quelques personnes, généralement ce sont les mêmes vieux, qui sont là autour du débat. Or, on a besoin d'une relève. Ces vieux-là, demain, sont appelés à partir. On a l'impression quel sera l'avenir de ce débat traditionnel lorsque cette tranche des personnes qui sont autour vont partir. D'où, effectivement, cette réflexion à se dire qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour que les générations actuelles s'intéressent justement à la pratique du débat traditionnel. Alors, il nous reste 2 petites minutes avant d'ouvrir le téléphone, ou avant d'ouvrir le 066 21 91 16. Je voudrais que vous répondiez à cette question. Est-ce que c'est possible, avec la mondialisation, tout ce que vous êtes en train de nous dire, de revaloriser nos cultures, quand on sait qu'il y a une espèce de concurrence culturelle aujourd'hui? Oui, c'est possible. Dans ce village planétaire. C'est possible à travers, disons, la valorisation de nos cultures. On peut se baser, focaliser avec les outils comme l'Internet, par exemple, et animer des émissions de telles que cette émission, et qui est vraiment connue dans le monde. Et là, nous parlons en français. Effectivement, oui. Parlons français parce que c'est la langue de communication. Sinon, c'est la langue aussi même, la langue dominante par rapport à... Est-ce que Michel ou le docteur Moya, peut-être avant d'ouvrir le téléphone, peut-être expliquer ça à chacun dans une langue du Gabon qu'il aurait choisi, par exemple? Est-ce que c'est possible? Expliquer quoi? Est-ce que c'est possible de lutter face à cette concurrence culturelle? D'abord, il faut, et comme il a dit, comme disait le docteur tout à l'heure, il faut voir un peu quels sont les outils que les autres utilisent, n'est-ce pas? Et lorsqu'on regarde, vous voyez par exemple lorsqu'il y a des carnavals à Libreville, dans les écoles, vous voyez comment les enfants sont maquillés, ils sont déguisés. C'est généralement, vous voyez, avec Spider-Man, vous allez voir toutes les cultures venues d'ailleurs. L'araignée, je ne sais pas trop les personnages, je ne maîtrise pas trop, mais vous verrez qu'ils ont mis ça même comme des jeux pour les enfants. Déjà, c'est ça, ce sont des différents moyens pour essayer de promouvoir sa culture. Nous avons nos masques ici, qui ne sont même pas très connus déjà de la jeunesse, des jeunes, encore moins des enfants. Vous voyez? Mais les grands aussi ne connaissent pas. Voilà, presque de la majorité. Alors comment faire justement? Et ça, ce sont aussi des véhicules de la culture, des masques pour en parler. Il y en a d'autres. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aussi utiliser du plastique pour, pourquoi pas, en faire des petits masques lors des carnavals. Ça va susciter des questionnements pour les enfants. C'est quoi ce masque? Et là,
À partir de ces questionnements, l'enseignant peut progressivement commencer à donner des détails, des informations, et petit à petit, l'enfant va aller à la connaissance de sa culture. Voilà. On ne va pas dire qu'on va démythifier, on va prendre ce masque qui est chargé, qui est au musée, non pas celui-là, mais dire tout simplement qu'on prend par exemple le masque Kota, on explique un peu toute la symbolique qu'il y a là, sur le plan même, voilà, et puis on explique un peu la fonction, mais simple, hein, sans rentrer. Le petit qui grandit, déjà il a une connaissance, il sait qu'il a un masque de sa communauté qui s'appelle ceci, il a un masque qui s'appelle Lungi, qui s'appelle Mukuji, qui s'appelle... Bref, vous voyez, parce que c'est dans son environnement quotidien. Tout à fait. Parce que pendant les carnavals, il le porte. Parce que, alors... On va ouvrir le téléphone désormais pour les auditeurs qui veulent nous appeler et nous envoyer des messages. Sachez que c'est le 066 21 91 16. Voilà, le téléphone est déjà ouvert. Est-ce qu'on peut avoir ce qu'on appelle le kumbu, je crois, de chacun d'entre vous? C'est quoi le kumbu? Je ne sais pas. C'est un auditeur qui m'a dit est-ce qu'on pourra avoir le kumbu de nos invités? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est possible. Je crois que... C'est-à-dire que c'est une espèce de déclinaison de... je ne sais pas si c'est pas de la généalogie, mais c'est... je ne sais pas, Michel Pécoin, qui est quand même au fait de ces questions. Mais non, mais le combo, c'est un peu la philosophie de chacun du monde, de la vie. Ouais. La philosophie de chaque individu. De chacun, comment il voit les choses. Ce qui le caractérise. Ce qui le caractérise, c'est qui le fait battre. Allez, quel est le combo de Michel Pécoin, avant d'ouvrir le téléphone? Il y a tellement de combos que... voilà. Bon, moi, mon combo, c'est Bissiem. On appelle Bissiem. Ce sont les injures. Voilà, Bissiem. On dit Kouel Bissiem. Ouawel Bissiem. Kouburi Bissiem. Waburi Bissiem. Oukourung Bissiem. Warong Bissiem. Abin. Oui. C'est-à-dire que ce sont des injures. Tout ce que vous allez faire, vous serez toujours critiqué. Voilà. Quand vous faites en bien, on vous critique. Quand vous le faites en mal, vous serez toujours critiqué. Il y a un auditeur qui est au bout du fil, qui est peut-être envie de critiquer. On vous écoute. Allô? 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 L'auditeur est en ligne pourtant. Qu'est-ce qui se passe? Allô, allô, allô? Allô une fois? Bon voilà, je ne sais pas ce qui se passe. Allô? Ouais, on vous écoute. Ah, l'auditeur est parti. Il va revenir, bien sûr. Le numéro de téléphone, c'est le 066 21 91 16. 066 21 91 16. C'est grâce à ce numéro que vous pouvez donc intervenir et nous dire exactement votre contribution dans cet échange que nous avons avec Michel Pécoin et le docteur Moyamwanga Landry, qui est linguiste. Allô, allô? Allô, bonsoir, M. Patrick. Bonsoir, Madame Laure Dakanda. Oui, bonsoir à vos invités également. Bonsoir, madame. Bon, moi, en fait, la question que je me pose, c'est celle-ci. Est-ce que la langue est le seul élément qui, aujourd'hui, permettrait de dire qu'un individu est déraciné? Moi, par exemple, si je suis capable de présenter ma culture, de présenter mon ethnie et notamment ma lignée, c'est-à-dire mes ancêtres, mes clans, est-ce que le fait que je ne parle pas la langue, on peut dire que je suis déracinée? Voilà, c'est ma question. Question posée. Les invités, vous avez, on vous donne la parole. C'est à qui veut répondre en premier? Bon, il faut comprendre que d'abord la langue c'est un fait social. Un fait social là où un système qui a des éléments qui sont connectés et ces éléments sont comme des maillons. Lorsqu'on enlève un élément, ça constitue un bouleversement. C'est ça, le principe du système. Nous ne sommes plus dans le système. Or, un système, ce sont des éléments qui sont en relation. Et dire que c'est seulement la langue, non. La langue, c'est un élément seulement de la partie de la société. C'est l'élément central, d'ailleurs. C'est l'élément central même de la culture. Et que dire que seulement la langue, non, parce que à travers la langue, nous avons d'autres faits sociaux, tels que par exemple les rites, les rites et coutumes, tels que nos mains, par exemple, nos mains voilà, les mains traditionnelles. Donc, on peut revaloriser la tradition d'une multitude de manières, pas seulement forcément par la langue, là ou bien la pratique de la langue, ou bien l'utilisation de la langue. Il y a d'autres éléments qui peuvent amener à ce que nous retraçons
notre histoire, notre identité culturelle. Voilà. Mais la langue, c'est important, Michel. Oui, la langue, c'est important, c'est la porte. Mais est-ce qu'elle dit, parce que sa question est bien précise, hein, est-ce que je suis déraciné parce que je ne parle pas ma langue? Est-ce qu'elle est oui ou non? Bon, déjà qu'on note déjà une volonté pour cette dernière-là. Elle s'appelle Laure. Laure, une volonté. On a senti une volonté pour Laure d'aller vers justement sa tradition. Parce qu'elle dit, elle fait des efforts justement pour la connaissance de son arbre généalogique. Elle fait des efforts pour la connaissance de plusieurs éléments culturels. Mais le problème pour elle, c'est qu'elle n'a pas forcément la maîtrise de la langue. Et là, c'est un problème peut-être de bien linguistique. C'est-à-dire que là où elle habite, elle n'est pas forcément avec les gens, des locuteurs qui parlent le reste sa langue vernaculaire. Ouais. Alors, donc c'est ça. Mais on va déjà l'encourager parce que c'est déjà bien, déjà de connaître tous ces éléments, mais on va encore l'encourager davantage d'essayer au maximum de parler sa langue. Mais on ne dira pas qu'elle est déracinée, on dira simplement bravo pour pour les efforts qu'elle fait pour aller vers sa culture. Le numéro de téléphone, c'est le 066 21 91 16. Je vous taquine un tout petit peu, Michel et Landry. Alors, pourquoi, lorsque on constitue nos dossiers, dans le CV, on dit qu'on n'est pas bilingue, pourtant on parle français et fan, français et Pounou, français et Nzebi, mais on ne dit jamais on est bilingue. Est-ce que nous-mêmes, nous ne considérons pas nos langues? Nous considérons nos langues. Mais la langue, d'abord, il y a une langue première qu'on appelle la langue première, qui est la langue maternelle, parce que lorsqu'un enfant naît dans une communauté précise et dans une ethnie donnée. Donc l'enfant naît et pratique cette langue-là. Cette langue-là est appelée la première langue. Mais dans les dossiers, on ne précise pas qu'on est bilingue. Pourtant, on parle moins de langue. Maintenant, lorsque l'enfant s'accoutume maintenant à une autre langue, qui est la langue, en l'occurrence notre langue officielle, qui est la langue française, là nous sommes maintenant à ce qu'on appelle la deuxième langue, donc la seconde langue. Et lorsque l'enfant acquiert la seconde langue, nous avons une forme de bilinguisme, parce que c'est quoi un bilinguisme? Le bilinguisme, c'est le fait de parler deux langues. Le fait de parler deux langues. Mais ça, on ne le dit pas dans les dossiers. Quand on cherche du boulot, on ne dit pas je parle deux langues, je suis bilingue. Quand on parle français et Guissir, par exemple, on ne dit pas je suis bilingue, on dit je suis monolingue. Voilà. Mais on dit bilingue quand c'est français-anglais, là on dit bilingue. Déjà, vous avez parlé des complexes, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une image un peu rétrograde sur nous-mêmes par rapport à nos propres langues? On parle même de dialectes, alors que les linguistes ne font pas cette différence. Ce sont des langues, le Ipounou et l'anglais, ce sont des langues. Oui, Ipounou, l'anglais, ce sont des langues. Par contre, au niveau du Gabon, il y a des langues, il y a des groupes. Ouais. Des groupes, hein. Oui, il y a des dialectes. Et c'est quoi un dialecte? C'est de différents parlers d'une langue dans 2 à 3 régions, bien dans 2 lieux différents. D'accord. Et on peut citer par exemple le fan. Le fan, il y a la Tsi, le Mekel, le Nzaman. Donc, ces différentes langues-là sont des dialectes. On salue nos amis Ntoumou qui nous écoutent également. Michel voulait réagir. Non, justement, juste pour dire par rapport à la question pourquoi finalement on ne dira pas qu'on est bilingue. Hein. Parce qu'il faut dire que c'est pas qu'on dévalorise nos langues du Gabon et qu'on ne les prend pas en compte. Parce que le document qui est présenté, où il faut remplir... Il y a un auditeur. Allô? Oui, allô, bonsoir, monsieur Patrick Chiafoy, monsieur Trésor, l'appareil. Monsieur César. Monsieur Trésor. Trésor, d'accord, nous vous écoutons. D'accord, je salue les invités déjà. Merci. Dans l'optique de maintenir nos cultures, j'aimerais poser une question. Est-ce que beaucoup de jeunes hommes ne parlent pas leur langue aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas dû au mariage des ethnies différentes? Donc, c'est ma question. Voilà. On en parlait en off tout à l'heure, les mariages mixtes, Fan, Nzebi, Kota, Guissir, etc. Est-ce que ça ne fait pas que les enfants se retrouvent à ne parler que le français, puisque le couple est obligé de s'exprimer en français dans la maison? Michel Pécois. Bon, disons que, en principe, si on a 2 langues comme ça dans la maison, c'est premièrement une richesse.
C'est une richesse parce que chaque langue véhicule une culture, n'est-ce pas? Et avoir deux langues, ça veut dire vraiment, on est riche culturellement. Ça, c'est vraiment une opportunité. Et il faut la saisir, cette opportunité. Mais le problème, c'est que pour la plupart des cas, ce sont des opportunités qui ne sont pas saisies et on se met donc à parler le français. Il revient justement aux parents, parce que les enfants, lorsqu'ils naissent, un enfant, quand il est tout petit, il a la capacité justement de retenir autant de langues possibles. En tout cas, ça a été démontré scientifiquement, la capacité d'un enfant à parler plusieurs langues. Prenez un enfant, vous le mettez au jardin, comme on dit, et là-bas, on apprend l'anglais. Il parle anglais, il parle espagnol, et pourtant, il est encore au jardin. Parce que, effectivement, sa mémoire a la capacité d'emmagasiner tout ça. Mais il faudrait donc mettre à profit, justement, cette capacité pour cet enfant à emmagasiner ce nombre de langues pendant qu'il est enfant, justement, pendant qu'il grandit, de l'inculquer ces deux langues qu'il a justement en partage. Donc c'est-à-dire que le père parle sa langue à l'enfant, la mère également. Voilà, l'enfant quand il est encore petit, il a la capacité d'emmagasiner. C'est pourquoi il peut parler plusieurs langues. Vous voyez, c'est ça une chance. Alors on ne va pas attendre qu'il soit adulte parce qu'après ça va être difficile pour lui. D'accord. Donc c'est très tôt qu'on peut justement rendre cet enfant riche. Un auditeur au bout du fil, allô? Oui, M. Patrick Stahl. Monsieur Stahl, nous vous écoutons. Ouais, bonjour à vos invités. Bonjour. Et moi j'ai une question concernant le fait que de plus en plus de mes contemporains, des jeunes et tout, ne parlent plus leur langue. J'ai une question. Est-ce que, messieurs, vous ne pensez pas que ce fait-là également est dû à la surutilisation du côté obscur de nos rites, principalement dans nos villages, qui fait que les jeunes déjà ne côtoient plus les villages en question, ou ceux qui y sont en partent, et que d'une certaine façon, avec une mauvaise expérience qu'on aurait vécue due à cette surutilisation négative-là, on veuille nécessairement s'en défaire, et donc même s'éloigner de l'exercice de la langue et tout le reste. Donc voilà un peu ma... Voilà, d'accord. La sorcellerie peut-être qui fait que beaucoup s'en éloignent un tout petit peu, docteur. Bon, c'est un fait, hein. La sorcellerie, c'est un fait social. Mais on ne peut pas se démarquer de cela parce que il faut comprendre que un enfant naît, d'abord, comme je disais tantôt, un enfant naît dans une communauté linguistique donnée et l'environnement influence. Je crois que c'est peut-être l'environnement parce que lorsqu'un enfant naît dans une communauté de pêcheurs, l'enfant aura tendance à avoir un vocabulaire de pêcheur, ou bien dans une communauté de forêt, l'enfant aura un vocabulaire attrait à la forêt. Et nous voyons nos enfants qui naissent par exemple à Libreville, ils ont cette capacité d'acquérir un vocabulaire qui a trait à l'urbanisation, bien à tout ce qui a trait à la ville. Et que dire que la sorcellerie, je crois que c'est pas vraiment un élément prouvant parce que la langue, elle est virtuelle. La langue est emmagasinée dans le cerveau de tout un chacun, donc de tout sujet dans une communauté donnée. Et ces éléments qui sont emmagasinés là doivent être pratiqués. Mais lorsqu'on ne pratique pas cette langue... Voilà, c'est important de pratiquer la langue. Il y a un auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Oui? Bonjour. Bonjour. C'est Londambomo qui appelle. Londambomo des Côtes. Ah, Londambomo qui nous appelle. Nous vous écoutons. Alors, je viens pour dire que, en fait, pour ceux-là qui se sentent un peu mal à l'aise pour se présenter parce que leur langue ou bien leur communauté est minoritaire, moi je pense que c'est pas une bonne idée. Parce que on ne peut pas changer, n'est-ce pas, comment on appelle, d'origine. On ne pourra pas changer ça. Ça reste dans le sang. Même si on a changé nos cultures, mais le sang, on ne pourra pas changer. D'accord? Moi, je suis Ndambomo. Nous sommes minoritaires. Mais moi, je ne pourrais jamais dire que non, je suis Kota ou bien... Ah, d'accord. Vous ne dites pas que vous êtes Kota? Non, pas du tout. La preuve en est que ma langue est unique. Personne ne pourra jamais écouter ma langue si je ne l'explique pas. Le Kota ne pourra jamais écouter. Mais c'est que les gouvernants disent que non, bon, je ne sais pas qui sont les gouvernants qui ont dit ça, que non, il y a des sous-langues, il y
il y a des sous-langues, tout ça là. Moi, je ne crois pas ça. Parce que moi, je suis unique. Je ne peux pas être dessous. Sinon, je ne pourrais jamais exister. C'est impossible. Alors, je voulais aussi aborder sur la question que Stan a posée sur la sorcellerie. La sorcellerie, elle est partout. Aujourd'hui, nous sommes en train d'accepter la culture occidentale. Mais cette culture-là, la sorcellerie, c'est quoi? C'est pas la rose-croix, c'est pas la franc-maçonnerie, tout ça là. Tout ça là, c'est pas la sorcellerie. La sorcellerie, elle est partout. C'est pas seulement en Afrique. Notre sorcellerie peut être aussi positive, ou bien un côté positif, un côté négatif aussi. Donc voilà un peu ma contribution, selon Dambomo. Voilà, merci beaucoup. Ça nous a fait plaisir d'entendre. Ndambomo, on en parlait d'ailleurs. Si tous les locuteurs des langues dites minoritaires pouvaient nous appeler pour participer à l'émission, ça nous ferait énormément plaisir. Michel voulait réagir, je crois. Oui, non, simplement pour revenir sur la question de... Comment il s'appelle le jeune qui a parlé de... C'est Stan, je crois. C'est Stan, et Stan qui a stigmatisé certainement certaines pratiques qui seraient, selon lui, à l'origine du fait que les jeunes aujourd'hui ne s'intéressent plus à leur langue. Mais il faut dire que c'est un phénomène de mode. C'est une question de la mode. Vous voyez, tout est une question de mode. C'est comme je disais au départ, ça n'a rien à voir avec la considération, tout ce qu'on peut dire sur le plan mystico, sorcellerie, rien à voir. C'est la mode. S'il faut créer un phénomène de mode, et c'est des pistes, je pense qu'on peut explorer, on crée un phénomène de la mode, par exemple sur les langues en voie de disparition. Comment les valoriser, comment faire en sorte que ces peuples soient fiers. Qu'est-ce qu'on peut mettre derrière? Ça peut être par exemple des petites récompenses à la découverte des peuples. Les gens vont sortir, ça peut être comme des jeux où il y a des petites récompenses, mais il faudrait qu'il y ait une volonté déjà à mettre en place des mécanismes, des stratégies pour que ces langues-là, n'est-ce pas, sortent justement de leur... Qu'ils aient le courage de s'affirmer. Qu'ils s'affirment vraiment publiquement en disant... d'un moment est fier. Comme on a vu dans les t-shirts Fan est fier, Nzebi est fier. Moi, je pense que là, c'est un début déjà de prise de conscience. Parce que c'est là le véritable problème. Ce sont des questions de complexe. Il faudrait arriver justement à briser. Mais le complexe naît de quoi? Rapidement, il y a un auditeur qui nous appelle. Naît de tout ce qu'on a dit là. C'est-à-dire que vous avez, si vous interrogez l'histoire, vous verrez qu'à un moment donné, il y a des choses qui se disent sur certains peuples qui ont été certains... on a acheté tel peuple avec Lucelle, il y a d'autres qui ont été en esclavage. Bon, et c'est pas forcément vrai. Vous voyez, lorsque on interroge les historiens, ils vous diront que en réalité, ce sont des idées reçues. Voilà. Donc, mais tout ça, ça va créer des complexes. Il y a un auditeur qui nous appelle. Excusez-moi, Michel. Allô? Oui, c'est encore Stan, monsieur Patrick. Nous vous écoutons. Oui. La question que je pose, à mon sens, n'a rien à voir avec une question de mode. Je parle de quelque chose de réel, parce que il s'agit de moi-même, d'accord? Je vous prends très rapidement le cas. Je n'ai jamais mis pied dans le village de ma mère. Pas parce que je ne voulais pas, mais à cause d'une histoire qui a trait à, comme je dis, l'utilisation des côtés négatifs de nos rites. C'est-à-dire? Elle a vécu une histoire terrible dans laquelle, selon des faits, sa maman aurait été tuée au village par des gens, je sais pas, qui utilisent de façon obscure nos choses là. Est-ce que la mère ne parle pas la langue? Pardon? Votre maman ne parle pas la langue? Si. Mais elle peut bien... Écoute, oui, maintenant, j'ai parlé de la langue c'est un fait. Mais tout ce qui tourne autour de la langue, je pense que le lieu adéquat pour être en contact avec, c'est le village. Ah d'accord, on comprend très bien maintenant. Voilà. Le lieu adéquat, c'est le village. Elle n'y est jamais mis pied parce qu'elle a vécu une expérience terrible et elle s'est dit plus jamais là-bas et mes enfants jamais là-bas. Voilà. D'accord? Elle a été traumatisée par ce qui s'est passé. Donc je dis, est-ce que ces choses-là aussi ne sont pas un facteur qui fait en sorte que les gens s'éloignent aussi bien de nos langues et de tout ce qui tourne autour, comme vous avez dit, nos rites et tout le reste. Voilà un peu ma question. Ça n'a rien à voir avec une question de mode. D'accord. Alors, je crois que c'est le docteur Landry Moya qui disait que les villes, tout le monde se concentre en ville, c'est peut-être à cause de cela aussi. On fouille la sorcellerie au village, alors que le village, c'est le lieu par excellence de l'acquisition même de cette culture. Oui, bon, moi, je voudrais quand même faire un petit, peut-être pas un témoignage, moi, je suis né à Libreville, à Kébé-Poto, précisément. J'ai grandi à Kébé-Poto. Jusqu'à l'âge que j'ai, je suis un homme de la ville.
je n'ai pas vécu au village, je ne prenais presque pas mon village parce que je n'ai pas pu mettre plus de 3 mois au village. Vous voyez, c'est une semaine en passant, mais des rares fois. Donc, j'ai pour la plupart de mon existence, c'est à Libreville. Je connais très bien Libreville, les coins et les recoins de Libreville. Et c'est à Libreville que j'ai appris à parler la langue. Vous voyez, moi, je suis Pounou. Hein, je maîtrise les proverbes en Pounou, je maîtrise les procédures, que ce soit des débats traditionnels, mariage comme décès, je les maîtrise. Mais il y a une volonté d'abord personnelle d'aller vers sa langue. Il ne faut pas qu'on pense que c'est seulement au village qu'on peut apprendre la langue. Et on va créer un mur. On va voir un peu tout ce qu'on est en train d'entendre là. Parce qu'au village, il y a ceci, il y a cela, et par conséquent, on ne peut plus aller au village pour fuir soit la sorcellerie ou bien toutes ces pratiques. Par conséquent, restons en ville et on va être ignorant de nos langues. Vous voyez. Donc ça, c'est vraiment pas un espoir qu'on peut donner. Moi, je parle de moi parce que je n'ai pas grandi au village et donc je n'ai pas eu la chance de m'asseoir au village. Tout ce que je connais de ma langue, hein, je l'ai appris en ville. Oui. Et donc, il y a une volonté justement d'aller vers la langue. Et lorsque vous avez cette volonté, vous allez avoir la maîtrise de votre langue. Il y a un auditeur en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir, Patrick. Oui, nous vous écoutons. Oui, bonsoir à l'invité. Bonsoir. Bonsoir à Stan et bonsoir à l'ensemble des auditeurs. J'ai écouté Stan. C'est vrai, ce qu'il a souligné. Moi, mes enfants ne parlent pas Kota, je suis Kota, mais j'ai une campagne Ishira. Chez eux, c'est les Matiaka. Chez nous, le Kota, c'est les Patiaka. Ça, c'est un problème aussi. L'enfant appartient au père, chez nous. Mais chez eux, l'enfant appartient à la mère. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là? Parce que Dieu est notre Père à tous. Alors, si Dieu est notre Père à nous tous, et Christ est le Père de tous les croyants, l'homme vient après. Allô, monsieur Lambert. Oui. Mais est-ce que ça empêche à l'enfant d'acquérir la langue de papa ou de maman? Mais quand vous remarquez, quel est le but de connaître et parler notre langue? C'est l'unité de l'esprit, la communication. S'il n'y a pas l'unité de l'esprit, il n'y a pas la communication, il n'y a pas l'entente, la haine, la jalousie. Obligatoirement, il y a ceux qui veulent bien apprendre, ton frère ne peut aller. Si c'est chez la mère, il peut faire un moment là-bas, il y a trop des mésententes. Tu peux rester du côté de ma mère. Ça, c'est des blocages aussi. Bon, maintenant, s'il faut apprendre des langues, moi, j'aimerais que, si vraiment les cadres nous comprennent, nous écoutent, valoriser les langues, en commençant d'abord par la tête du pays. Si tu veux être président de la République, c'est l'exemple, il faut bien parler deux ou trois langues d'abord. Là, on va pousser à tous les Gabonais de apprendre, hein. D'autres vont être président. D'accord, merci beaucoup. Moi, je vais vraiment ne citer pas là. Ouais. Je vais simplement dire à mon frère Stan que la sorcellerie n'est pas. La sorcellerie n'est pas. Tu peux apprendre la langue dans un lieu où tu es en sécurité, où il y a la communication. Merci. Merci beaucoup, monsieur Lambert, qui nous appelait à l'instant. Je rappelle le numéro de téléphone, c'est le 066 21 91 16. Allô? Oui, allô, monsieur Patrick. Bonjour. Bonsoir. Bonjour et bonsoir aux invités aussi. Bonsoir. Oui, donc moi j'ai aussi un problème parce que quand on parle de la langue, moi j'ai bénéficié quand même, moi je suis pour nous. Parce qu'on appelait ça, mes oncles, nos oncles, nos grands-frères appelaient ça l'université. Donc chaque vacances, on repartait toujours au village. Travaux champêtres, tout ça, on reconnaît ça. Donc, moi j'ai bénéficié. Je sais écrire à ma langue, pour nous, je sais écrire, je sais le parler aussi, je veux parler ma langue aussi. Mais j'ai un problème concernant mes enfants. Parce que moi, j'ai perdu ma mère. Mon village, c'est Luango. Je connais où Luango avait commencé. J'ai perdu mon père. Mon père est vers Moabi. Là, moi j'ai bénéficié. Mais mes enfants font comment? Puisque ma femme, elle n'est pas pour nous. Moi, avec ma femme, on communique en français.
Parce que ma femme n'entend pas le Pounou. Et moi aussi, je n'entends pas sa langue. Bon, les enfants qui sont nés là, on ne sait pas comment on peut gérer ça pour que les enfants puissent parler autre que son village qu'on les envoyait. Chaque vacances, les enfants allaient au village. Au moins, la maman pourrait parler en langue chaque fois. Pendant les 3 mois de vacances, les enfants pourraient au moins retenir quelque chose. Mais moi, j'ai des difficultés à la maison. Parce que moi, je parle en français seulement. Parce que leur mère n'entend pas le Pounou. Moi, je n'entends pas la langue de leur mère. C'est pourquoi on communique en français et les enfants sont déjà collés. Comme ça, on parle que le français. Ça peut aussi faire un problème. J'ai aussi une question à monsieur, au docteur, à monsieur Pekoin. Je pense que monsieur Pekoin doit me connaître parce qu'il m'a vu grandir à Luango. Et même oui. Au 5 palmiers, Kodoutan. C'est là, au 5 palmiers. Non, pas au 5 palmiers, au Kodoutan. Voilà. Et puis même le monsieur qui est là, le docteur, je dois être peut-être même un parent parce que moi j'ai fait les recherches aussi. Parce que moi c'est Birama. Tu vois déjà que je connais beaucoup de choses même si les parents sont décédés. D'accord, on va poser la question rapidement. J'ai une dernière question. C'était quoi l'objectif lorsqu'on apprenait au village, on nous portait le symbole? C'était comme ça que ça avait commencé. Vous commencez à nous arracher. C'était toi l'objectif à l'école. Le ministère de l'Éducation nationale avait accepté ça. En récréation, on ne parle pas le patois. On nous portait le symbole, un vrai crâne. Voilà, tout ça. C'était quoi l'objectif quand moi je subissais ça? D'accord. Voilà, merci. Peut-être remettre les choses dans leur contexte en parlant du symbole. Oui, donc en fait, le symbole, c'est tout simplement parce qu'on interdisait justement aux enfants de parler leur langue à l'école. En fait, parce que à cette époque-là, on voudrait effectivement que les enfants aient la maîtrise d'abord de la langue française, parce que c'était la langue de communication. Donc il fallait qu'ils fassent des efforts vraiment pour parler le français. D'où celui qui parlait dans sa langue vernaculaire, à partir de ce moment, on mettait... Il était stigmatisé. Voilà, il est stigmatisé que voilà, il a mal fait, soit il était puni, voilà, mais tout ça. Ouais. Et après, aujourd'hui, on se rend compte que c'est des pratiques qui ont aussi participé à faire en sorte que beaucoup ont eu peur, justement, de parler leur langue, et puis se sont lancés uniquement dans le français. Mais c'est autant de choses. Moi, je pense que aujourd'hui, il n'est plus question de répartir à l'origine. C'est dû à quoi ce problème? C'est de trouver des solutions aujourd'hui. Le problème, il est posé. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les mécanismes? Quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place pour qu'on se réapproprie ces langues qui sont les véritables portes d'entrée dans nos différentes cultures? Un auditeur nous appelle. Allô? Allô, bonsoir Monsieur Patrick. Bonsoir. Oui. Je disais, il y a un auditeur qui disait tout à l'heure que les enfants sont très réceptifs. Donc, depuis le bas âge, ils vont à l'école, ils apprennent l'anglais, l'espagnol et tout ça. Moi, je suis fan. Ma grand-mère avait un mari séqué. Donc, un Mienais, un Adjumba, pardon. Mais je parle même Adjumba. Je parle le franc, je parle l'Adjumba parce que ce grand-père-là parlait, tout le temps, il me parlait dans sa langue. Va faire ci, fais comme ça, fais cela. Et moi, aujourd'hui, je parle Adjumba. Je parle le franc, je parle aussi l'Adjumba. Donc, du coup, j'ai reçu ces deux ethnies-là. Et pourtant, l'Adjumba n'est pas mon ethnie. Mais je parle Adjumba aujourd'hui parce que ce grand-père-là me parlait tout le temps en Adjumba. Donc, moi, je pense que... Et puis, je vais chuter en disant que c'est vrai, quand on ne parle pas son ethnie, on est déraciné. Il ne faut pas se voiler la face. Hein? Si vous vous retrouvez en France et tout ça là, vous devez communiquer avec votre frère parce que vous devez avoir une issue et tout. Vous faites comment? Hein? Parmi les Français. Voilà. Mais, je pense qu'il a répondu. Oui. Hein? Il a pratiquement répondu à la question. Mais il faut ajouter que... On va faire des réponses courtes parce que les auditeurs sont nombreux là. Ils appellent très rapidement, docteur. Oui, normalement, lorsque on a un couple mixte, l'objectif ici c'est de faire en sorte que l'enfant pratique la langue, l'une de ces langues. Ou les deux. Au moins, sinon les deux. Au moins pour sauvegarder sinon une ou deux langues, ou les deux langues. Un auditeur au bout du fil, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Voilà, je vous appelle parce que moi, je n'ai pas grandi au village. Hein. Je suis fan, hein, et je parle ma langue. Je vais vous dire, je vais me présenter. Mon nom est Djip, mon nom est Kodjen, mon nom est Yankang, mon nom est Kat. Et ça,
je l'ai appris en étant au Gabon, en étant à Libreville. C'est vrai, je partais de temps en temps au village, mais je veux dire par là que le village n'est pas le seul endroit où on peut apprendre la langue. Moi, je l'ai appris parce que simplement, ma mère me parlait en langue. C'est comme ça que je l'ai appris. Je vous rappellerai plus tard. Merci. D'accord. Chez les Fans, en général, le problème ne se pose pas vraiment. C'est chez d'autres peuples. Parce il n'y a pas que chez les Fans. Il n'y a pas que chez les Fans. Chez toute famille, n'est-ce pas, qui trouve la nécessité de parler la langue aux enfants quand ils sont encore très jeunes. Vous voyez, l'auditeur qui a dit tout à l'heure qu'il a ses deux parents qui sont des langues différentes, et donc sa femme, hein, c'était avec sa femme. Ouais, mais comment justement communiquer avec les enfants? Il était obligé de parler qu'en français. Vous voyez que deux autres auditeurs ont appelé pour répondre à cette question, et c'est ce qu'on disait auparavant, c'est que très tôt, un enfant a la capacité de retenir autant de langues, parce que sa mémoire permet. Vous voyez, donc n'ayez pas peur, même si vous avez des langues différentes avec votre épouse ou bien votre époux, n'ayez pas peur. Parler en langue. Mais entre amis, on parlait de complexes. Entre amis, quand il y a un enfant qui parle trop bien sa langue, en général, les amis se moquent de lui. Ouais, mais ça c'était avant. Hein. Voilà. Est-ce qu'actuellement, on dit villageois, etc. Oui, mais ça c'était vraiment avant. Aujourd'hui, là, c'était pour marquer la langue dominante qu'est le français. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui, c'est un peu un phénomène de mots. Aujourd'hui, c'est beau, quoi. Ouais. Vous voyez, avant, c'est une question d'époque. Ouais. Aujourd'hui, tiens, il maîtrise la langue, mais comment tu fais? Vous voyez, il y a cette curiosité. Un auditeur en ligne, je crois. Allô? Oui, monsieur Patrick, c'est Laure qui revient. Laure revient, nous vous écoutons. Oui, la réponse de vos invités m'a bien réconfortée, là, parce que, effectivement, d'après ce que je pense, connaître son clan, son arbre généalogique est important pour s'identifier. J'ai entendu un de vos auditeurs qui disait que si tu ne parles pas la langue, tu es déraciné. Moi, j'ai dit non. Si je me retrouve en France avec un frère de mon ethnie qui me dit que lui, il est du clan Racinga comme moi, je comprends que... Mais vous parlez, vous comprenez quand même lorsqu'un locuteur de votre langue s'exprime? Oui, je comprends. C'est déjà important. C'est important. Voilà, donc... le fait de connaître d'où on vient, de quel village on est et de pouvoir le présenter, on peut facilement s'identifier dans son milieu, d'après moi. Maintenant, en ce qui concerne le bain linguistique, le village aussi est important parce que lorsqu'on part au village, on part en contact avec des personnes qui ne parlent pas tout le temps français. C'est une sorte de belle linguistique qu'on va faire. Mais lorsque on est comment dire ça, coupé par des faits comme la sorcellerie et autres, on nous empêche. Parce que ce que M. Stan disait, ce n'est pas quelque chose peut-être qu'on va dire individuel qui le concerne, mais moi également, on m'empêchait d'aller au village pour justement me protéger de la sorcellerie. Et du coup, le résultat, c'est que on n'arrive pas à parler nos langues. Le bain linguistique dans les villages est bel et bien important. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Voilà. La sorcellerie, toujours la sorcellerie. Quand on parle de nos cultures, la sorcellerie est toujours quelque part. Voilà. Évidemment, même à Libreville, il y a la sorcellerie. Il faut fuir Libreville. Il faut fuir Libreville. Je crois que c'est pas ça le problème. Le problème, c'est normalement les parents. Les parents sont aussi à l'origine de tout cela. Mais parfois, les parents ne parlent même pas. Les parents ne parlent pas leur langue. Hein, même si ce sont des couples mixtes. Mais il est important de pratiquer ces langues-là. Mais lorsqu'on ne parle pas, ils savaient qu'à un moment... Un auditeur en ligne, je crois. Allô? Oui, c'est encore Stan, monsieur Patrick. D'accord. Stan qui fuit la sorcellerie est avec nous. Non, voilà. En fait, ce que je dis, c'est qu'il est possible de parler sa langue ici et d'entretenir tout ce qui tourne autour en ville, oui. Mais je dis, l'idéal dans tout ça, c'est le village, c'est le lieu par excellence. Maintenant, il y a des réalités également qui font que les jeunes ne vont plus au village, dans le lieu par excellence pour être au contact de tout ce qui tourne autour de nos cultures. Voilà, ça ce sont des faits. Moi, comme je vous disais, pour parler de ma mère, mais je comprends parfaitement quand ma mère me parle. J'ai pas mis pied au village. Elle n'y est plus allée depuis 90. Mais de mon père et de ma mère, c'est ma mère qui fait des efforts pour parler depuis que je suis tout petit. Je comprends très bien ce qu'elle me dit. Voilà, je comprends très bien. Donc, moi, par contre, j'aurais aimé
C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis adulte, je peux le faire de moi-même, mais je me dis, il y a quand même quelque chose qui a été raté. Parce que j'aurais aimé être au contact au village avec les autres, tout ça. Parce que c'est quand même chez moi. C'est chez moi. Et je suis convaincu que je ne suis pas le seul à vivre ce genre de situation-là. Et je suis également convaincu que c'est un facteur qui fait en sorte qu'aujourd'hui, plein de jeunes ne parlent plus leur langue, mais ne connaissent plus également certaines choses qui tournent autour de nos cultures. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Voilà. Merci beaucoup. Michel Pécoin, vous qui êtes au contact des jeunes, des enfants, parce que la transmission se fait déjà au bas âge. Est-ce que vous sentez cette émulation, cette volonté de la part de la jeune génération de vouloir acquérir cette culture? Oui, il faut dire qu'hier encore, c'était difficile. Mais on sent quand même, voilà, il y a un engouement, il y a un désir justement de se réapproprier son identité. On ressent même dans les réseaux sociaux, par des différentes publications, par le phénomène des modes, même sur... il y en a qui revendiquent, on vous parlera de, comment on appelle, le phénomène des coiffes, des nappis, ouais. Bref, tout ce qui ramène un peu à la culture africaine. Il y a cette revendication. Ce retour voilà, à nos valeurs. Voilà, donc c'est comme une véritable fierté. Or, hier encore, c'était difficile. On avait beaucoup plus envie de ressembler à l'américain, ouais. Aux français. On voit des jeunes qui font de l'ikoku maintenant. Voilà. Donc, c'est impressionnant. Ils auraient dû faire du rap. Voilà. Donc, on sent quand même qu'il y a cette volonté. Il faut l'avouer. Hein, il faut l'avouer. Mais il faut encore, il faut l'impulser. Il faut renforcer cette dynamique. C'est quand je parlais de phénomène de mode. Ouais. Quand je parle de la mode, parce que je sais que la mode est un moyen important pour se positionner. Ouais. Si aujourd'hui la mode, vous voyez par exemple ceux qui font de l'ikoku, là, même si ce n'est pas de l'ikoku, mais là c'est pour nous qui connaissons un peu les différences entre le malamo, l'ikoku. Bref, il y a déjà une volonté d'aller vers ces danses-là, qui sont les danses du terroir. Ouais. Mais là, il y a comme de la mode. Ouais. Vous voyez, n'importe qui même. C'est un effet de mode aujourd'hui même. On voit envie de danser. Des frères béninois qui ont repris. Parce qu'on a envie d'être à la mode. Voilà. C'est pourquoi je parlais de la mode. La mode va nous aider justement à sauver nos cultures. C'est la mode. Il faut créer un véritable phénomène de mode. Voilà. C'est-à-dire que même dans le cadre de la langue, il faudrait qu'on crée la mode. C'est-à-dire que celui qui chante bien dans sa langue est vu comme quelqu'un de magnifique, quelqu'un de... c'est comme un héros. Voilà, il faut l'élever, il faut le célébrer. Et ça va donner envie à d'autres jeunes d'aller vers leurs parents pour dire qu'il faut m'apprendre, traduis-moi cette chanson en langue, il faut que je chante aussi, il faut que je sois aussi... Donc, c'est autant d'éléments. Oui, allô, monsieur Patrick? Allô, bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Patrick. Monsieur l'homme de Mimvoul. Nous vous écoutons, monsieur l'homme de Mimvoul. Oui, je salue déjà vos invités sur le plateau. Et je veux intervenir par rapport au rejet de l'aspect sorcellerie du village. Je pense qu'ils sont en train de faire et vouloir fuir le débat. C'est un débat qui est réel. Le débat de la sorcellerie au village qui est un frein à l'essor de la langue. Je fais clando. Il y a une dame qui m'a indiqué que les gens vont souvent prendre le flux nocturne au village. Donc, ils vont prendre ça, on leur vend ça comme ça, à bout de bras, pour dire, si vous avez des communications à libre vive, voici le flux nocturne, pour l'utiliser pour nuire à de vos collègues. Vous imaginez des choses comme ça? Et c'est commun. Il y a des gens qui vont au village et qui reviennent avec des problèmes de santé et on peut vite une relation, une corrélation. Donc, il est parti, voilà. Le fusil nocturne vendu comme des bouts de pain. Est-ce que c'est un vocabulaire que vous utilisez, docteur Moya, Michel? Le fusil nocturne Non, je ne pense pas. Vous êtes beaucoup plus scientifique quand même. Le fusil nocturne, on sait que c'est dans nos pratiques. Ce sont des croyances. Nos pratiques. Bon, ça existe, ça existe. Mais il faut quand même... Mais en quoi est-ce que c'est un problème pour l'acquisition des langues? Ici, il parle de la peur du village. Ah d'accord, toujours la peur du village. Il parle de la peur du village. Il cite un certain nombre d'éléments. Il parle du fusil nocturne qui se vend comme des bouts de pain, qui est un élément dangereux parce qu'il peut conduire à la mort. Vous voyez, à la maladie, à la mort. Mais c'est à la disposition de tout le monde. Vous voyez, d'où cette peur d'aller dans cet environnement-là où on ne maîtrise pas trop grand-chose. Bonsoir. Oui, bon.
moi, je voudrais d'abord soulever 2 points dans ce que vous êtes en train de dire là. Oui. Le premier point d'abord, la première question que je te pose d'abord, toi, John, quand tu prends tes congés là, tu les passes où? Au village, je viens ici à Libreville. Intervenez, posez des questions aux auditeurs. Si vous apportez votre contribution, ce n'est pas une question de... Mais tout justement, ça c'est d'abord un premier point. Beaucoup de Gabonais aujourd'hui ne connaissent plus les villages. Pourquoi? Parce qu'ils se disent des citadins, ils se disent des Librevillois. C'est la raison pour laquelle, quand quelqu'un prend des congés, au lieu d'aller dans son village, aller faire la chasse, la pêche, aller être en communion avec ses ancêtres, ses grands-parents, tout, non, il prend 2 mois de congé, il est ici à Libreville. Mais comment voulez-vous que les Gabonais puissent apprendre non seulement la langue et la culture? Beaucoup d'entre nous, nous sommes déracinés aujourd'hui à cause de ça. Parce qu'il y a des Gabonais qui aujourd'hui, au lieu d'aller passer les congés à l'Astorville, Tibanga, Mouila, partout, mais lui, ses congés, c'est la France, c'est les États-Unis, c'est l'Allemagne, l'Italie. Qu'est-ce que ça va l'apporter là-bas? Qu'est-ce qu'il pourra apprendre de sa culture? Rien. Qu'est-ce que ces enfants pourront apprendre? Rien du tout. Donc, la premièrement, les grands fautifs, c'est d'abord nous qui sommes à l'origine de ça. Comment quelqu'un peut passer 10 ans, 15 ans à Libreville sans aller même à Kango à côté là, il ne connaît même pas Kango. C'est d'abord ça, John et Patrick. Moi, je pense que c'était ça ma contribution. D'accord, merci beaucoup. Merci. Il nous reste 4 petites minutes encore à passer ensemble. Un auditeur nous appelle. Allô? Bonjour, M. Patrick. Bonjour à vos invités également. C'est Alphonse Ier. Alphonse Ier, nous vous écoutons. En fait, je voudrais juste rejoindre M. Stan par rapport au cadre du village qui peut être aussi un facteur empêcher les gens, les enfants à apprendre à parler la langue. Vous savez, j'ai vécu un fait lorsque j'étais affecté dans la province de Goué-Vindo, plus précisément dans le département de l'Anville, à Ovan. Pendant les vacances, j'ai vu un monsieur venir avec ses enfants, venir construire dans son propre village une maison dure. Il est venu avec tout un camion de matériaux de construction. On lui a ouvertement dit, tu essayes, tu es mort. Tu ne pourras pas habiter cette maison. Mais je vous dis, nuitamment, le monsieur a fui son propre village et parti avec ses enfants. Imaginez-vous que ce type a une femme qui n'est pas de même ethnie que lui. Qui vont devenir ses enfants? C'est bien beau de dire qu'on peut apprendre la langue à Libreville. Il faut avoir d'abord cette chance d'être dans une maison où monsieur et madame sont de même ethnie et parlent la même langue. C'est pas facile quand on est dans un couple mixte d'apprendre la langue. Il faut vraiment des efforts, il faut avoir vraiment de la chance. C'est ça, c'est juste ma petite contribution. Merci. Merci beaucoup à vous pour cette contribution. Peut-être des réactions? Moi, je pense que l'auditeur qui vient d'intervenir a belle raison, parce que c'est pas seulement à Libreville, c'est pas seulement au village qu'on peut apprendre une langue. Normalement, je crois que on va revenir. Il fut un temps, on formait des enseignants au niveau de l'ENES qui travaillaient sur les langues gabonaises. Pour l'enseignement des langues gabonaises. Je crois qu'on peut interpeller le gouvernement à ce que ce mécanisme revienne, parce que je crois qu'il y a eu quand même quelque chose de positif. De positif là-dessus. Il faut enseigner les langues dans les lycées. Dans les lycées et collèges, voilà. Remettre cette politique-là, parce que ça va bien mener à des... Une forme d'émulation aussi. Voilà. Un auditeur au bout du fil, allô? Oui, Patrick, malheureusement, quand nous sommes à la fin, mais c'était un débat très, très important. Parce que si vraiment on veut valoriser nos langues, il faudrait que les gens arrivent à mettre l'accent sur l'éducation.
l'apprentissage des langues commence par la base. Par l'éducation, on a bien compris, on est désolé, nous sommes arrivés au terme de notre émission. On va donner peut-être quelques secondes à nos invités pour un mot de la fin. Ouais, merci, M. Patrick. Je sors d'ici avec un sentiment de satisfaction parce que, en tant que linguiste, m'inviter à ce genre de débat concernant la langue, je crois que... Vous serez encore invité, ne vous en faites pas. Ça m'amène à penser que la linguistique est au cœur de vos préoccupations et que dire aux auditeurs qu'il est important que nous continuons sinon à pratiquer nos langues et que on ne puisse pas les laisser comme ça parce que ça peut nous amener à la perte de ces langues-là. Ouais. Et lorsqu'on perd une langue, c'est comme toute la culture qui s'en va. Voilà. Michel Pécoin. Merci, justement, comme disait mon frère. Alors, nous, au niveau de la Fédération des conteurs du Gabon, nous essayons de donner espoir. Hein. Aujourd'hui, on n'a plus forcément vu de voir les causes. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on ne parle pas? Je pense que là, on va faire tout un débat. L'important, c'est que le problème est là. Que faisons-nous? Et nous, au niveau de la Fédération des compteurs du Gabon, avec bien entendu nos activités du collectif des compteurs du Gabon, nous avons initié un certain nombre d'activités. Déjà, d'ici fin janvier 2021, nous allons initier ce qu'on appelle les ateliers de débat traditionnel. Il s'agira pour ces ateliers, pour ceux qui vont s'inscrire, parce que ces ateliers vont prendre des enfants à partir de 9 ans et jusqu'à pour les adultes. Ça va être des enseignements simples. Il s'agira d'enseigner, si vous voulez, de la procédure du débat traditionnel en cas de mariage ou en cas de décès. C'est-à-dire pour ce qui est du décès, depuis ce qu'on appelle ça c'est chez les Pounou. Voilà, c'est-à-dire l'annonce de la maladie et l'annonce de la mort, jusqu'à Ibinda, c'est-à-dire lorsque le père reconnaît publiquement le décès. Ça c'est pour les activités de la fédération. Voilà, et puis il y a également des débats traditionnels. On va donner des outils du débat traditionnel, c'est-à-dire les proverbes, les contes, les devinettes, tout ce qui concourt justement à cet environnement. Voilà. Ce sera important pour que lors de nos joutes oratoires, les enfants ne vont plus se promener, même les adultes qui ne comprennent pas. Ouais. Chacun au moins aura la connaissance de la procédure et chacun pourra assister et participer. Et à la fin justement de ces ateliers, il y aura ce qu'on appelle la restitution. Il sera question justement pour ceux qui vont s'inscrire, pendant la restitution, on va opposer à chaque fois 2 débatteurs. Vous voyez, ça peut être des enfants ou des jeunes qui auront appris avec des cas précis, parce que dans un décès, ça dépend du cas. Donc, à partir de ce moment, ils vont débattre et puis, au moins, ils auront la connaissance de ces outils. C'est déjà un départ vers l'apprentissage de la langue et de ces outils du débat traditionnel. Merci beaucoup Michel Pécoin. Je rappelle que nous étions avec le docteur Moya Mwanga Landry. Il est donc linguiste. C'est un très jeune docteur avec un doctorat qui craque encore. Ça fait pas un mois déjà qu'il vient de décrocher. Félicitations docteur Moya. Merci Patrick. Voilà, merci on est beaucoup. Également avec Michel Pécoin, le conteur des mythes et légendes du Gabon. Le technicien du jour, c'était le Bixé. Nous nous retrouverons donc mercredi prochain avec d'autres invités. Merci à tous et à mercredi prochain.